à tous. Alors aujourd'hui, nous avons la chance, la joie d'être avec Éric Barbry, qui est avocat associé en droit des technologies dans le cabinet Racine. Bonjour Éric. Bonjour Cécile. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé pendant la pandémie par rapport aux nouvelles pratiques de travail et vous, ce que vous avez pu observer sur les risques et en tout cas, tout ce qui a pu être fait peut-être de façon involontaire par les collaborateurs qui ont été délocalisés. Avec plaisir. Donc, qu'est-ce que vous avez pu observer? Écoutez, globalement, 3 désastres. Voilà, on va faire simple. Un premier désastre qui est le caractère délocalisé du secret de l'entreprise. Alors évidemment, toutes les entreprises n'ont pas des secrets, mais quand même beaucoup d'entre elles en ont. Et le fait effectivement de délocaliser ce secret au domicile des collaborateurs quand on est sur du télétravail ou du travail nomade, c'est un vrai sujet. On pourra le détailler si vous le souhaitez. Le deuxième désastre, c'est un accroissement assez hallucinant des cas de cyberfraude. Alors ça va de la fraude classique au président, du faux RIB, en passant par du spoofing, du phishing, enfin bref, tous les mots qui finissent par ing. Et là, une vulnérabilité beaucoup plus importante du collaborateur un peu seul chez lui. Et le troisième désastre, c'est le désastre technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises utilisent des outils, Teams, Skype, Zoom, que sais-je encore, sans se préoccuper une seule seconde du respect ou pas de la confidentialité de ce genre d'échange, échange verbal, échange vidéo, échange aussi documentaire. Donc, si je comprends bien, en fait, vous avez vu apparaître des situations un peu invraisemblables. Le salarié travaille à la maison et a des comportements, on va dire peut-être involontaires, c'est-à-dire qu'il va reprendre un papier, va le mettre à la poubelle, etc. Et donc, la sécurité à laquelle il est confronté dans l'entreprise qui lui semble normale, il ne la translate pas quand il est chez lui. C'est bien ça pour votre premier constat. Et le premier désastre, c'est exactement ça, c'est l'effet poubelle. Alors je sais qu'à chaque fois que je parle de l'effet poubelle, on dit mais il est loin des technologies, et c'est vrai que je suis loin des technologies, mais ça me ramène quand même à un outil technologique qui est l'imprimante. Aussi bête que ça, c'est-à-dire que dans une entreprise, vous allez imprimer des documents, et globalement, soit on vous autorise à les mettre à la poubelle, soit dans des entreprises plus sécures, on va dire, on va vous inviter à mettre vos papiers dans des grandes poubelles qui elles-mêmes sont fermées à clé, où on va vous demander d'utiliser des broyeurs, des choses comme ça. Et à la maison, il n'y a pas beaucoup de broyeurs, enfin moi j'en connais pas beaucoup. Je vois pas de collaborateurs faire des grands feux de joie avec les documents confidentiels au bout de leur jardin. Et en fait, ce que je vois, c'est des pratiques plutôt du genre, j'ai imprimé un document, il est confidentiel, une fois que j'ai terminé de travailler, je le mets dans la poubelle. Alors la poubelle jaune, hein, la belle poubelle de recyclage. Ceci dit, j'ai nécessairement exposé mon entreprise en termes de confidentialité parce que jamais je n'aurais fait ça dans l'entreprise. Alors concrètement, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous préconisez? Quelles sont en fait les solutions réalisables? Alors, ce qui est réalisable, c'est évidemment pas d'interdire les poubelles jaunes, hein, ça me paraît pas possible. Réalisable, ça va être quoi? Ça va être d'abord de rappeler que ce qu'on essaye de faire dans les entreprises, c'est-à-dire le paperless, s'applique aussi dans l'entreprise, pardon, au domicile. Voilà, à la maison, et que donc l'imprimante, elle doit être utilisée de manière extrêmement occasionnelle. Si elle est utilisée, savoir identifier les documents qui sont de nature non confidentielle et des documents de nature confidentielle. Si c'est non confidentiel, écoutez, la grande poubelle jaune, hein, moi j'ai pas d'état d'âme. Si c'est confidentiel, là il y a plusieurs options possibles. Il y a demander à l'entreprise de vous fournir une broyeuse. Après tout, ça doit coûter dans les même pas 100 euros. Ou de déchiqueter vos papiers. C'est aussi bête que ça, mais c'est un peu comme quand vous avez, je sais pas moi, votre carte bancaire qui est expirée ou un chéquier ou que vous n'utilisez plus. Vous n'allez pas le jeter dans la poubelle de manière naturelle. Vous allez votre carte bancaire la découper en 1000 morceaux. Vous allez même l'éparpiller souvent dans 2 poubelles différentes pour être sûr qu'on ne va pas vous le prendre.
Et pareil, si vous êtes trompé en faisant un chèque, vous allez découper votre chèque et vous allez prendre des bouts du chèque dans la poubelle de la salle de bain, des autres dans la poubelle. Donc, en fait, c'est la même hygiène qu'on demande. C'est que les gens, en fait, se disent, bah écoutez, les documents que j'ai entre les mains, c'est aussi sensible que ma carte bancaire. Et si je devais l'acheter à la poubelle, bah, je la découperais avant. Ouais. Alors, si on continue sur les nouvelles pratiques, sur les pratiques collaboratives, hein, c'est-à-dire à la fois les visios, les chats, etc., en fait, vous avez des recommandations? Ah bah là, c'est pareil, c'est le désastre. En tous les cas, le constat qu'on peut faire, c'est que il suffit que quelqu'un vous invite en disant tiens, je t'envoie une invite sur Teams ou je t'invite sur Zoom ou je t'invite sur je ne sais pas sur quelle plateforme nous sommes d'ailleurs. Vous voyez, aujourd'hui vous m'avez invité, j'ai dit oui. Je sais même pas sur quoi on est. On est Et sur on est sûr. Team. Voilà, donc c'est typiquement le genre de truc qu'on va accepter sans se poser de questions. Et là, c'est toujours pareil, c'est comme mes papiers de tout à l'heure. J'ai des papiers non importants. C'est pas grave que vous m'invitiez sur Teams, sur Skype, sur Zoom, aucun état d'âme. Après, si on a une réunion stratégique ensemble, si on est sur un point extrêmement sensible, si on est sur un élément de négociation, et singulièrement entre des entreprises européennes et des entreprises américaines, j'ai rien contre nos amis américains. Je ne suis pas un fanat du patriotisme numérique ou de la souveraineté absolue. Mais je demande aux entreprises ou à mes clients de se dire, tiens, est-ce que cette réunion-là, c'est normal qu'on la fasse avec tel outil? Et ce qui est problématique, c'est qu'en fait, pourquoi on est dans cet environnement où on fait du Teams, du Zoom, du Skype ou autre? C'est que c'est super simple, c'est soit gratuit, soit intégré dans la suite Google Suite si on a Google, soit dans la suite Microsoft si on a Teams. Et qu'en fait, on ne va pas se poser 3 secondes la question. C'est simple à mettre en œuvre et ça ne coûte pas un euro de plus par rapport à ce qu'on coûte déjà nos licences. Eh bien, je crois qu'il faut changer de philosophie et de se dire, n'avons-nous pas, même si elles sont plus petites, des solutions franco-françaises ou européennes qui sont capables de faire le job? Oui. Elles ont un prix. Oui, c'est vrai, elles ont un prix. Moi, je veux pas faire de pub, mais il y a deux entreprises françaises. Je sais pas, j'ai le droit de donner des noms ou pas? Oui, avec plaisir. Voilà. Donc, donnons des noms. Il y a une entreprise qui est très à la pointe de la sécurité, qui est Olvid, et une autre en matière de travail collaboratif, qui est Wimi. Bah, ce sont des sociétés qui sont des sociétés françaises, qui ont une technologie française, qui sont en train de passer tous les certificats de l'univers par les autorités françaises. Et là, encore une fois, c'est pas du chauvinisme numérique, hein, c'est de dire simplement, il y a ce genre de solutions aujourd'hui sur le. Ah, il faut les acheter, effectivement, ça coûte un prix, hein, mais à mon avis, ce prix vaut largement le coût en termes de gestion de la confidentialité des entreprises. Et d'un point de vue plus global, peut-être plus organisationnel, donc on discutait, vous parliez, vous évoquiez le mot de charte. En fait, il y a déjà des chartes peut-être informatiques ou des chartes SI dans les organisations. En fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un point de vue organisationnel pour justement avoir une éducation peut-être à des comportements plus sécuritaires par rapport à ces nouvelles pratiques de travail? Alors, il y a deux choses qui sont à faire qui sont différentes. La charte, en fait, c'est du document. Le document, ça n'a jamais rendu les gens intelligents. C'est pas parce qu'on écrit, il faut pas le faire que les gens le font pas. Il y a plein de choses dans le code de la route, les gens le respectent pas nécessairement. Donc, et encore, je me demande si on a tous lu le code de la route. C'est pareil pour les chartes. Est-ce que les salariés lisent les chartes? Mais ce qui est sûr sur les chartes, c'est que là aussi, c'est un désastre. Je suis désolé de parler de désastre ce matin. Ça fait un peu situation calamiteuse, mais c'est le désastre. On est passé de technologie A à un environnement B et les entreprises ont gardé leur charte à la papa. On parle d'Internet, on parle de messagerie et ou parfois même on parle d'intranet, quoi. Enfin, on est dans un autre monde, d'accord? On n'a pas fait évoluer les chartes à la vitesse où on fait évoluer les usages. Alors vous allez me dire, on peut pas faire tout vite. Ah si, il faut tout faire tout vite. Et il est temps de revoir ces chartes à l'aune des nouvelles pratiques. Mais attention, comme je vous l'ai dit, la charte, ça ne rend pas les gens intelligents. C'est-à-dire que si à côté de cette charte qui est là pour fixer des règles et surtout, avant tout, fixer des interdits et protéger l'entreprise. Il faut être clair, une charte, ça ne protège pas les salariés, ça protège les entreprises. Il faut derrière avoir des sensibilisations et des formations des collaborateurs en fonction de leur niveau, en fonction de leur positionnement dans l'organigramme. On ne va pas former de la même manière des managers que des non-managers. On ne va pas former le COMEX de la même manière que les collaborateurs de l'entreprise en général. Et il faut effectivement avoir cette
ces nouveaux comportements, ces nouveaux usages doivent être encadrés par des formations. Ce n'est pas possible autrement. Donc vraiment, donc voilà, là vous donnez un cri d'alerte. Attention, en fait, on est passé très vite dans des comportements délocalisés, des nouvelles pratiques, mais on n'a peut-être pas en fait mis le cadre de confiance nécessaire et suffisant pour pouvoir protéger les données de l'entreprise et en même temps protéger les salariés. Un immense merci, Eric, un immense merci parce que vous nous avez alertés, mais en même temps vous nous avez donné des solutions et on comprend bien qu'en fait le télétravail, le travail collaboratif, grâce à la pandémie, s'est accéléré, mais maintenant il faut aussi accélérer les bonnes pratiques pour qu'on soit tous en confiance et tous dans un environnement qui soit toujours sécurisé. Merci beaucoup. Merci à vous.